Nous allons aborder maintenant la dernière partie de notre cours qui portera sur l'exploration fonctionnelle de l'hémostase. Donc là, il va falloir explorer le temps vasculaire, le temps plaquettaire, la coagulation et la fibrinolyse. Pour ce qui est du temps vasculaire, en pratique, donc, on va définir le temps de saignement et l'appréciation de la résistance capillaire. Pour ce qui est du temps de saignement, on utilise deux méthodes, la méthode de Duke et la méthode d'Ivy. La méthode de Duke consiste à faire une petite incision au niveau du lobule de l'oreille et donc recueillir les gouttelettes de sang sur papier buvard et normalement nous avons un arrêt du saignement au bout de 3 à 4 minutes. Pour la méthode d'Ivy, donc on va mettre un brassard sur le bras du patient avec une pression de 4 mm de mercure. On va pratiquer une petite incision au niveau de l'avant-bras et donc on va recueillir les gouttelettes de sang et on obtient une coagulation au bout de 4 à 8 minutes. Sachant que la méthode de Duke est actuellement abandonnée parce qu'elle est peu sensible et moins précise que la méthode d'Ivy. Le temps de saignement est allongé dans les anomalies vasculaires, les anomalies plaquettaires et les anomalies du facteur de Willebrand. Pour explorer le temps vasculaire, on fait également un test d'appréciation de la résistance capillaire, c'est le signe du lacet ou de la ventouse, c'est-à-dire qu'on va placer un garrot sur le bras ou bien on va mettre une ventouse et ensuite apprécier au bout d'un certain moment, donc apprécier le nombre de pétéchies qui apparaissent. Et ça va donc nous permettre d'apprécier la résistance des capillaires. Le temps plaquettaire est exploré par le temps de saignement, la numération plaquettaire, test de qualité des plaquettes, la mesure des fonctions des plaquettes, la durée de vie des plaquettes et la rétraction du caillou. Le temps de saignement, donc, on l'a déjà vu dans l'exploration du temps vasculaire. Pour ce qui est de la numération plaquettaire, un taux de plaquettes normal est de 150 000 jusqu'à 300 000 éléments par millimètre cube. Si ce taux de plaquettes est inférieur à 100 000 éléments par millimètre cube, on parle de thrombocytopénie. Si il est supérieur à 350 000 éléments par millimètre cube, on parle d'hyperplaquétose. On fait également le test de qualité des plaquettes, la mesure des fonctions des plaquettes, c'est-à-dire que là, on va apprécier la morphologie des plaquettes, leurs fonctions, est-ce qu'elles adhèrent bien, non, est-ce qu'elles sont actives ou non, etc. Elles peuvent être activées par l'adhérence ou non, etc. Bien sûr, avec la durée de vie de ces plaquettes. Pour ce qui est de l'exploration, on va donc, de la coagulation, on va explorer la voie endogène, la voie exogène, la fibrinoformation et on terminera par la fibrinolyse. Pour la voie endogène, on peut déterminer le temps de coagulation, on peut déterminer le temps de OL, mais l'examen ou le test clé, c'est le temps de céphaline active, c'est le TCA, ou encore appelé temps de céphaline kaolin, c'est le TCK. Donc, ce test repose sur le plasma, si vous voulez, prend le plasma du patient, auquel on rajoute la céphaline et le calcium. Le temps de céphaline active, donc le TCA, explore la voie endogène, donc le facteur 11, le facteur 12, le facteur 9, le facteur 8 et le facteur 10, plus la voie commune avec la fibrinoformation, donc le facteur 5, le facteur 2 et le facteur 1, donc le fibrinogène. Il est normalement de 30 à 40 secondes et il devient pathologique s'il est supérieur de 10 secondes par rapport au témoin. Le temps de Quick explore la voie exogène.
Donc, c'est le plasma du patient auquel on rajoute la thromboplastine et le calcium. Ce test ou ce temps de Quick explore la voie exogène, donc le facteur 7 et le facteur 10, et la voie commune, le facteur 5, le facteur 2 et le facteur 1. Il est normalement de 12 à 14 secondes et il devient pathologique s'il est supérieur de 2 secondes par rapport au témoin. Généralement, ce temps de Quick est converti en pourcentage et dans ce cas, il sera appelé taux de prothrombine, c'est-à-dire le TP. Et il est compris entre 70 et 100%. L'exploration de la fibrinoformation. Pour explorer la fibrinoformation, on a 3 tests, le temps de thrombine, le temps de reptilase et le dosage du fibrinogène. Le temps de thrombine, c'est le temps de coagulation du plasma en présence de la thrombine diluée. Et il est de 15 à 20 secondes. Il devient pathologique s'il est supérieur de 5 secondes par rapport au témoin. Le temps de reptilase, c'est le même test, mais là, au lieu d'utiliser la thrombine, on va utiliser la reptilase qui est une enzyme présente dans le venin du serpent. Et on fait également, pour explorer la fibrinoformation, le dosage du fibrinogène qui est normalement de 2 à 4 grammes par litre de sang. L'exploration de la fibrinolyse repose sur le test de lyse des euglobulines, sur le dosage des PDF, produits de dégradation de fibrine, sur le dosage des dédimères et le dosage, bien sûr, de tous les facteurs qui interviennent dans la fibrinolyse, tels la plasmine et le plasminogène. Pour ce qui est du test de lyse des euglobulines, ce test permet la mesure du temps nécessaire à la dissolution d'un caillot et normalement il doit être supérieur à 3 heures. S'il est inférieur à 3 heures, donc c'est une fibrinolyse anormale pathologique. On arrive pratiquement à la fin du cours, donc le dépistage d'une altération de l'hémostase. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va poser un diagnostic, si vous voulez, ou comment dépister une altération de l'hémostase d'après ce qu'on obtient lorsqu'on fait un temps de saignement, un taux de plaquettes, on détermine un taux de plaquettes, le TQ et le TCA. Premier cas, et là on va se retrouver devant 6 cas de figure. Le premier cas, vous avez un temps de saignement qui est allongé, un taux de plaquettes qui est bas, mais le TQ et le TCA sont tout à fait normaux. Là, on parle d'une thrombopénie. Le deuxième cas, lorsque le temps de saignement est allongé, le taux de plaquettes est tout à fait normal, le TQ et le TCA sont tout à fait normaux. Là, on parle d'une thrombopathie acquise ou congénitale. C'est-à-dire que le taux de plaquettes est tout à fait normal, mais ces plaquettes ne fonctionnent pas normalement. Et c'est pour ça que le temps de saignement est allongé. Troisième cas de figure, c'est que le temps de saignement est allongé, le taux de plaquettes est tout à fait normal, le TQ et TCA sont normaux. Et là, donc, on parle de maladie de Willebrand. Quatrième cas de figure, vous avez le temps de saignement qui est tout à fait normal, le taux de plaquettes normal, le TQ qui est normal, mais le TCA qui est allongé. Là, on est devant une anomalie du facteur 12, du facteur 11, le facteur 9 et le facteur 5. Cinquième cas de figure, vous avez un temps de saignement qui est allongé, un taux de plaquettes qui est bas, le TQ qui est allongé, le TCA qui est allongé. Et là, donc, c'est une coagulation intravasculaire disséminée, c'est ce qu'on appelle la CIVD où toute l'hémostase est perturbée. Sixième cas de figure, vous avez un temps de saignement qui est tout à fait normal, un taux de plaquettes également normal, un TQ allongé et un TCA allongé. Là, donc, vous remarquez que les deux temps sont allongés,
c'est probablement une atteinte de la partie commune, c'est-à-dire une anomalie de la fibrinoformation ou bien un déficit en facteur de coagulation. Pour déterminer les anomalies de la fibrinoformation, on fait un dosage du fibrinogène, on fait un temps de thrombine et un temps de reptilase. Donc, on dose le fibrinogène et si son taux est normal, donc on fait un temps de thrombine. Parce que s'il y a une anomalie de la fibrinoformation, il se peut que c'est le fibrinogène, le taux de fibrinogène qui est diminué. Et s'il est normal, donc ce n'est plus un taux de fibrinogène, mais peut-être on est devant une dysfibrinogénémie, c'est-à-dire que le taux est tout à fait normal, mais c'est un fibrinogène qui est anormal, ou bien un autre problème concernant les anticoagulants, la prise d'anticoagulants. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque le dosage de fibrinogène est tout à fait normal? On fait le temps de thrombine. Si le temps de thrombine est allongé, il peut s'agir d'une prise d'anticoagulants par le patient ou bien une dysfibrinogénémie. Et pour trancher, on fait le temps de reptilase. Si le temps de reptilase revient normal, donc le patient a pris des anticoagulants. Exemple, l'héparine, qui est un anticoagulant. Si le temps de reptilase est allongé, là, on parle d'une dysfibrinogénémie, c'est-à-dire c'est du fibrinogène qui est anormal. On fait également le dosage de certains facteurs de coagulation et on fait aussi donc le dosage du facteur 2, du facteur 7, du facteur 9 et 10 qui sont diminués. Le 5 est également diminué. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Vous remarquez le 2, le 7, le 9 et le 10. Donc, c'est les facteurs vitamine K dépendants. Mais nous avons également le 5 qui n'est pas un facteur vitamine K dépendant qui est diminué. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait un test de colère, c'est-à-dire qu'on va donner, donc on va injecter de la vitamine K. Et donc, ce test de colère sera négatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas corriger les troubles et nous avons un TQ qui reste allongé. Dans ce cas, ce n'est pas un manque en vitamine K, mais c'est plutôt une lésion hépatique. Donc, c'est le foie qui est atteint. Maintenant, si le facteur 2, 7, 9 et 10 sont diminués et que le facteur 5 est tout à fait normal, on fait quand même le test de colère, mais qui revient positif. Là, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que vous remarquez que le facteur 5, qui n'est pas vitamine K dépendant, est tout à fait normal, alors que les autres facteurs qui sont vitamine K dépendants sont diminués. Et là, on fait le test de colère qui revient positif avec une normalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une réponse, donc une correction des troubles, avec normalisation du TQ. Et dans ce cas, on parle d'un déficit en vitamine K.